Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Vous désirez revoir sur Tree TV ou réécouter sur Watt FM un numéro du tribunal de l'actualité de la semaine? Le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité vous en donne la possibilité. Le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité, c'est tous les dimanches à 15h, simultanément sur Tree TV et sur Watt FM. Pour ce faire, faites simplement votre demande sur la page Facebook de l'émission. Le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité, c'est vous qui décidez. Tree TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le philosophe Jean Baudrillard a dit ceci: l'information peut tout nous dire, à la réponse à tout. Mais ce sont des réponses à des questions que nous n'avons pas posées et qui ne se posent même pas. Et je citerai encore Thomas Sankara qui dit: nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Bonne méditation. En cette journée du jeudi 28 février 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous savez, ce rendez-vous sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous. Je suis Loukman Sanfo, le président de ce tribunal. Bonjour aux deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vaha. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci encore une fois d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner vos avis sur les faits majeurs de l'actualité tant nationale et internationale. Alors pour ceux qui nous suivent en télé, vous aurez remarqué sur votre petit écran le titre « L'Afrique et les médias occidentaux, quel traitement ?» C'est le thème en tout cas retenu pour cette émission, le tribunal de l'actualité, parce que nous faisons le constat que depuis quelques années, de plus en plus de projets éditoriaux se développent pour couvrir l'actualité du continent africain. Et d'ailleurs, les grands médias dits internationaux se tournent et s'installent même désormais sur ce continent aux potentialités illimitées. Curieusement, l'Afrique se trouve dans les nouvelles en Occident seulement quand elle rentre dans la case qui a été créée pour elle, à savoir aide étrangère, pauvreté, maladie, dictature criminelle, famine, etc. Ou bien on parle d'elle quand cela correspond à un ordre du jour occidental. Alors on dénonce de plus en plus un néocolonialisme médiatique. Alors comment l'Occident perçoit ce point de vue panafricaniste et qu'est-ce qui peut bien expliquer cet intérêt pour l'Afrique et comment les rares fils africains travaillant dans ces médias occidentaux peuvent-ils influencer le débat et faire le combat de l'Afrique? On en parle avec quelqu'un qui est né aussi en Afrique, mais qui, en tout cas, a passé entièrement sa carrière de journaliste sur des médias français. Aujourd'hui, il est à RFI depuis 1994. Il produit et anime de nombreux magazines et actuellement, vous savez certainement ses émissions Afrique Plus, le débat africain, Archives d'Afrique, dont la citation qui ouvre chaque émission: nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc, une phrase devenue un
leitmotiv pour ses auditeurs. Aujourd'hui, il est sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, Alain Foka est notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Suis-je l'accusé, le témoin de ce tribunal? On peut vous donner le choix de définir qui vous êtes. Puisque vous m'avez convoqué. Allez, vous êtes convié à cette émission, puisque vous êtes là dans le cadre du FESPACO. Avec vous, on parle justement de cette question du traitement de l'information par les médias occidentaux. Merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. On commence par les avant-propos des juges au siège. Désirez revoir sur TweetTV ou réécouter sur WattFM un numéro du tribunal de l'actualité de la semaine, le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité vous en donne la possibilité. Le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité, c'est tous les dimanches à 15h, simultanément sur TweetTV et sur WattFM. Pour ce faire, faites simplement votre demande sur la page Facebook de l'émission. Le 1 sur 5 du tribunal de l'actualité, c'est vous qui décidez. TweetTV, la télé interactive. Bien avant d'entendre Alain Foka, qui est notre invité ce matin, nous allons donner la parole au juge au siège pour formuler des avant-propos des sujets qui ne sont pas enrôlés officiellement à cette émission du jour. Geoffroy Vaha, on commence par vous. Merci Président, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, vous commencez par moi. Mon avant-propos va concerner le point de presse traditionnel de l'opposition politique burkinabé. On sait que c'est chaque mardi et il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Moi je vais en choisir deux sur lesquels ils sont tous sortis. C'est la fermeture des écoles, plus de 1100 écoles fermées du fait de l'insécurité et puis un peu plus de 5000 enseignants donc qui ont été, on va dire, orientés ailleurs, donc réaffectés. Cela forcément inquiète l'opposition et qui a fait aussi formuler ses propositions relativement à ce qui arrive. Mais c'est les propositions qui me posent un peu problème. C'est-à-dire dans les propositions pour solutionner cela, c'est d'abord que l'opposition propose une restauration de l'autorité de l'État et ensuite que les populations déplacées retournent chez elles. Et je m'arrête d'abord sur les deux. Je pense que c'est comment y arriver le problème. C'est pas ça la solution. La solution, c'est comment arriver à restaurer cette autorité de l'État et puis comment faire de sorte à ce que la population puisse retourner chez elle. Étant entendu que le préalable, c'est la sécurité. Quelqu'un qui a quitté chez lui parce que ça n'allait pas, il n'y retourne pas volontairement si la situation n'a pas changé. C'est comment on change cette situation. Je pense que c'est cette équation-là qui est celle du président élu Roch Kaboré. Et maintenant, sur la façon, n'est-ce pas, de solutionner le problème, l'opposition pourrait apporter ses critiques. Mais dire que le retour est la solution, je ne vois pas où est la proposition en tant que telle. Mais il y a une autre proposition qui est intéressante pour moi, c'est le dialogue qui est demandé avec tous les acteurs de chaque localité en tenant compte des réalités locales. C'est des choses qui peuvent aider. Ça, au moins, c'est clair. Deuxième point qui a été abordé, c'est évidemment l'interview accordée à la Deutsche Welle par le président du Faso. Et il revient sur la question des terroristes. Il dit qu'il y a eu une fois à prendre langue avec eux, il serait venu, selon ce que rappelle en tout cas l'opposition, à la présidence pour réclamer des véhicules qui avaient été commandés sous l'ère Blaise Compaoré. Et il y a une question intéressante que pose l'opposition, ça fait sourire mais c'est pas faux quand même. Ils disent quel deal il y a eu pour que des terroristes aient ce courage-là pour venir à la présidence réclamer des choses et puis retourner de cette présidence. Si c'est des délinquants, c'est des gens qui ont tué des Burkinabés, comment ils peuvent venir à Kosiam et puis en repartir? C'est une question d'intérêt. D'accord, une question d'ailleurs que nous avons aussi posée à cette émission, les tribunaux de l'actualité. Merci de nous avoir partagé ces deux avant-propos. Bernard Bougma, c'est à vous à présent. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le franc CFA et une affirmation de l'ancien vice-gouverneur et gouverneur par intérim, donc aujourd'hui à la retraite. Il s'agit de l'éminent économiste Justin Damobaro, effectivement, qui affirme, Sankara m'avait dit, nous n'allons pas quitter le franc CFA. Alors c'est un sujet qui a toujours occupé l'actualité, venant d'un ancien ministre effectivement de Thomas Sankara, qui a quitté son poste en 86, en août 86 pour d'autres missions. Bon, c'est une phrase digne d'intérêt. Et dans l'interview qui est parue hier dans le doyen de la presse burkinabé, donc l'Observateur Palga, dans sa parution d'hier mercredi, en tout cas comment j'invite les uns et les autres effectivement à lire, c'est digne d'intérêt. Il développe, Sankara, il dit c'est un révolutionnaire
révolutionnaire dans l'âme, mais qui croyait en l'intégration sous-régionale et africaine. Et donc de ce point de vue, qui avait aussi pris de la précaution parce qu'il dit que le Burkina pourrait être chassé de la zone CFA pour 2 raisons. Et donc, ça dit l'activisme révolutionnaire et puis la promotion du consommation burkinabé pourrait effectivement faire des jaloux, demander que le Burkina s'explique davantage et puis dire bon, c'est un comportement qui n'est pas, qui cadre pas avec la vision commune au niveau de l'UEMOA et puis dire au Burkina de tirer les conséquences. L'autre schéma aussi, c'est qu'au cours d'une réunion, effectivement, les uns et les autres, si le sujet est évoqué, en viennent à quitter la table. Donc, il savait que ça pourrait arriver et prenait déjà des précautions. Maintenant, ce n'est pas de là à affirmer que c'était effectivement de la volonté de quitter et de battre sa propre monnaie, parce que battre sa propre monnaie implique plusieurs autres, implique plus que ce qu'on y pense. Voilà. Donc, c'est un outil de souveraineté, c'est un instrument politique, là aussi, c'est vrai, mais en même temps, c'est un outil de développement et de préservation d'un certain nombre d'acquis qu'il ne faut pas travailler à faire couler en un temps de corps pour des questions de souveraineté si ce n'est pas bien réfléchi. Donc, venant de Justin Damobaro, c'est digne d'intérêt. Il donne les forces et les faiblesses que la France tire comme bénéfice effectivement de ce franc CFA. Comme c'est un avant-propos, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'invite les uns et les autres à lire et en faire une idée. D'accord, merci bien. Bena Bougma, merci aussi à tous ceux qui nous suivent du lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs, mais aussi la version rediffusée les mêmes jours à partir de 22h sur WattFM, mais aussi sur Free TV. Alors, à présent, nous allons auditionner Alain Ofoka, un journaliste, producteur. Alors, ça vous fait sourire parce que vous êtes... Auditionné, j'aime bien. Alors, donc, on va vous entendre sur la question du traitement de l'information africaine vue par les médias occidentaux, parce que ces panafricanistes parlent de plus en plus d'invasion des médias africains. On parle de néocolonialisme médiatique. Alors effectivement, pratiquement tous les médias ont des projets éditoriaux sur le continent, sur l'information africaine. On parle de Mon Afrique, on parle de Point Afrique, on parle de CNN et tout. Alors aujourd'hui, vous êtes un fils africain, en tout cas on le prend ainsi, travaillant sur des médias occidentaux. Comment est-ce que vous percevez cette perception de choses vues de l'Afrique? Mais avant, la rubrique commence par les généralités. Donc on va centrer certainement sur votre personne. Quand je parcours les émissions que vous produisez, que vous animez, tout se rapporte à l'Afrique. On va dire les débats africains, archives d'Afrique, plus d'Afrique, enfin pas plus d'Afrique, mais plus. Voilà, Afrique plus, voilà. Alors tout cela se rapporte à l'Afrique. Nous avons reçu une dame ici qui faisait aussi un combat pour les femmes, et toutes les associations par lesquelles elle est passée parlent de femmes. On dit elle est féministe, elle dit pourtant elle n'est pas féministe. Vous aujourd'hui, est-ce que être journaliste en Europe, en tant que fils africain, c'est de travailler exclusivement sur les intérêts ou des connotations africaines? Non, pas du tout. C'est un choix. C'est un choix parce que je suis profondément attaché à l'Afrique, parce que je préfère parler de nous, puisque pendant très longtemps, c'est les autres qui ont parlé de nous. Et encore aujourd'hui, c'est les autres qui parlent de nous. Dans l'image que nous avons de nous, qui quelquefois est très très négative, vient du fait que ce sont les autres qui nous regardent un peu comme on ferait un documentaire animalier. Je suis pas sûr que si on faisait parler la panthère ou le lion ou la biche, elle parlerait de la même façon qu'en parle le documentariste. Non, je me dis, si je suis africain sur un média français, puisque je n'ai travaillé que sur les médias français, si je veux être conséquent avec moi-même, je dois parler de ce que je sais. Et je dois apporter un autre son de cloche qui soit moins condescendant, qui soit moins empreint de clichés. J'essaie en tout cas, parce que je viens d'Afrique, parce que je garde des liens forts avec l'Afrique, parce que je passe au moins la moitié de mon temps en Afrique. Donc je me dis, c'est un devoir de parler de l'Afrique. Mais je comprends le journaliste africain qui ne veut pas parler d'Afrique. Ça peut le gaver aussi. Moi en tout cas, c'est un plaisir. Or, j'ai choisi des choses qui, de mon point de vue, manquaient dans l'environnement africain. J'ai grandi en Afrique, je dis toujours ça, je suis parti de l'Afrique après mon baccalauréat. Et je n'avais jamais entendu parler des grands hommes qui ont fait l'Afrique. Et quand on parlait d'eux en termes de maquisards. Et le terme maquisard avait quelque chose de barbare, etc. Et quand je me suis bien documenté en arrivant en Europe, je me suis rendu compte que c'était des nationalistes qui ont donné leur vie pour l'indépendance, pour la liberté de leur pays. Donc je me sentais un devoir de raconter l'histoire de ces hommes, même ceux qui ont mal fait, mais c'est notre histoire, d'arrêter de faire raconter notre histoire par des autres. Voilà un peu mon combat. Et puis le débat africain procède de la même idée. Pendant 15 ans, j'ai fait Médias d'Afrique, où je donnais la parole à vous, journalistes africains, pour que vous donniez votre point de vue sur l'actualité internationale, pour qu'on n'entende pas un seul son de cloche.
c'est un combat personnel. Un combat personnel, mais le procès aussi qu'on vous fait, sinon les reproches, c'est que vous faites des productions qui sont à destination des Africains, alors que d'aucuns estiment que le combat, c'est en direction dans l'autre sens. Je pense que si j'avais fait le combat en allant dans l'autre sens, on me ferait le reproche contraire. C'est-à-dire les Africains diraient, il est en train de produire pour les Européens parce qu'il a envie de leur plaire. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que je produise juste pour les Africains, parce que je rencontre tous les jours à la fois des Européens et même en Amérique du Nord qui me disent, j'ai appris ceci par vous. Et je suis content de dire que je suis arrivé dans certaines institutions et universités aux États-Unis d'Amérique où j'ai vu des coffrets archives d'Afrique et où on m'a appelé pour demander la traduction du coffret archives d'Afrique en anglais. Ce n'étaient pas des Africains en tout cas, cela ne l'était plus pour certains et la majorité ne l'avait jamais été puisque ils n'avaient pas la même couleur que nous. Non, je pense que c'est un faux procès. D'accord. Avant de passer la parole aux deux juges au siège, une autre question, c'est ce que vous caractérisez souvent aussi, c'est ce timbre vocal, cette voix qui est singulière, mais il semble que vous ne l'aimez pas vous-même. Non, j'aime pas ma voix. J'aime pas ma voix, je ne supporte pas de m'écouter à la radio. C'est quelque chose de tellement difficile parce qu'on est obligé de s'écouter pour se corriger. Mais depuis que je fais ce métier, il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années maintenant, je n'ai jamais réussi à supporter cette voix-là. Même le retour des gens qui vous apprécient? Non, les gens me disent tout le temps quelle voix, quel timbre. C'est comme je n'arrive pas à me regarder dans une glace, donc je ne supporte pas de me regarder. D'accord. Je vous passe la parole. Généralité pour généralité, on sait que vous êtes chez RFI, vous êtes souvent sur le continent, vous dites qu'il y a ce regard-là qui est celui souvent de l'Africain sur ce média-là. Vous direz média public, d'autres diront média d'État, parce que quelquefois, lorsqu'il s'agit de situations quand même assez sensibles, très vite vous êtes occupé, parce qu'on estime que il y a beaucoup d'État dans ce qu'on entend, il y a beaucoup la position d'une France politique. Vous, en tant qu'Africain, quand vous venez, comment vous ressentez ces choses-là? Alors, c'est assez drôle, parce que quand on entend parler de RFI, quand on arrive en Afrique, on se dit, mon Dieu, c'est encore ce grand fantasme que nous avons de voir la colonisation dans toute chose qui ne porte pas notre couleur. Je suis dans une maison depuis 26 ans bientôt, je crois, 26 ans, je crois. J'ai jamais reçu d'ordre d'un de mes patrons. Jamais. Tous mes patrons n'ont découvert mes émissions qu'à l'antenne. Et Médias d'Afrique, je le faisais en direct. Tous les jours, du lundi au vendredi. Je n'ai jamais écouté quelqu'un venir me dire, voici ce qu'on voudrait que vous disiez. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent. J'en sais rien. Mais j'ai la faiblesse de penser que les autres travaillent dans le même état d'esprit que moi. Maintenant, qu'il y ait une mauvaise lecture des choses, c'est possible. Sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas d'accord. Mais il y a une majorité des gens qui se dégagent. Et on a une rédaction qui est quand même assez mixée. C'est peut-être pas des Africains, mais dans la maison, on a des Anglais, on a des Allemands, on a des... Je vois mal un Anglais en train de prendre la position du Quai d'Orsay. Et oui, on est un média public. Oui, il doit y avoir peut-être des choses qui se passent. Mais je vais vous décevoir ici en disant que je n'ai pas reçu d'ordre et que je n'ai pas vu quelqu'un recevoir des ordres. Mais j'ai plutôt tendance à dire, j'écoute beaucoup de critiques de RFI quand j'arrive en Afrique. Néocolonialisme, positionnement idéologique, positionnement stratégique. Mais curieusement, c'est le média que tout le monde écoute. Or, moi, j'ai tendance à dire, quand un média m'énerve, je ne l'écoute plus ou je ne le regarde plus. Comment expliquer qu'on fasse des critiques à un média autant et qu'il soit toujours devant? Ça veut dire que c'est celui peut-être qui fait la meilleure offre. La meilleure offre des libertés, la meilleure offre de transversalité. Et ma démarche a toujours été, quand je faisais Médias d'Afrique, de faire que vous, et je pense que vous connaissez ici au Burkina, ceux que j'ai utilisés à l'époque comme correspondants sur Médias d'Afrique, qui parlaient tous les jours et qui donnaient leur point de vue sur l'actualité internationale. Et je faisais ça dans tous les pays francophones. Je n'ai pas choisi quelqu'un qui était spécialement pro-français. En tout cas, ceux qui sont passés n'étaient pas pro-français, vous les connaissez tous, dont Ouezin Luolon. Mais il n'était pas seul, Nyanou Yaya Tamani et autres.
Et je ne savais jamais ce qu'ils allaient mettre à l'antenne jusqu'à ce qu'ils m'aient donné leur papier. Donc je me dis, au lieu qu'on regarde un média qui est un média public, comme vous l'avez dit, faisons des médias qui soient forts et qui fassent concurrence à ce média-là. Et que si ce média-là continue d'être devant, c'est que peut-être qu'il fait la meilleure offre. Maintenant, qu'il y ait des positionnements, c'est-à-dire que sa lecture ne vous plaise pas, je peux comprendre. Je peux parfaitement comprendre. Mais pour l'instant, mettons, en tant qu'Africain, une autre offre qui fasse qu'on se détourne d'eux. Je suis d'accord, vous avez employé un mot tout à l'heure, fantasme, mais ça ne sera pas forcément partagé, parce que pour beaucoup de la critique, il y a beaucoup de refuse. C'est clair. Et quand on prend par exemple, je prends des exemples, peut-être que le commun de Burkinabé maîtrise un peu plus, parce qu'il y a un pays à côté. Vous prenez le cas ivoirien, quand il y a eu le problème Alassane Gbagbo Laurent, ça transpirait un camp de façon très claire pour beaucoup. Et à un moment donné, ça a été comme ça aussi dans beaucoup d'histoires où il y a eu des... Le nom France est à la fois un avantage, un handicap. Parce que quand l'État prend un positionnement... Parce qu'on ne fait pas votre procès, on parle du RFI. Non, je comprends parfaitement. Avec certains qui abordent l'actualité très chaude, très souvent, et c'est comme ça, et ça vient en boucle en longueur de journée, parce que c'est un pays où c'est chaud, on vous envoie des fois des experts qui écorchent tous les noms de la ville, qui disent qu'il y a eu ici, alors que c'était même pas là-bas. Il y a tout ça. Il y a tout ça, en fait. Non, mais je veux dire... vous n'êtes même plus dans les généralités, je crois pas. Le sujet. Maintenant, allez-y. D'accord. Alors, question de généralité. J'ai vu une publication de la Société des journalistes de RFI, un tweet, qui dit: Monsieur le Premier ministre, un média public n'est pas un média d'État. RFI n'a pas vocation à être la voix de la France. Nous appelons le gouvernement à investir dans les médias internationaux de qualité et non de tenter de les transformer en opérateurs de communication au rabais. C'est un tweet qui date du 21 février 2019, donc publié à 14h37. Donc la question que je voudrais poser est-ce que c'est une volonté effectivement de redorer l'image sur le continent que finalement les journalistes de RFI sont sortis, parce qu'à l'image de certains jeunes du continent, comme Charles Blé Goudé, il l'avait qualifié d'ailleurs RFI de radio foutaise internationale. Chacun appelle ça comme il veut. Mais là, est-ce que c'est une volonté effectivement de trancher? Quand vous parlez du SNJ, je n'ai pas lu ce communiqué puisque je suis plutôt très loin des syndicats, c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est pas quelque chose que je suis. Maintenant qu'il puisse y avoir, parce qu'on a peut-être invité quelqu'un ou j'en sais rien de ce qui s'est passé, je peux pas commenter ce qui s'est passé, mais moi je parle de mon expérience à moi. Que des gens arrivent et écorchent les noms comme il le dit, c'est quelque chose qui m'horripile tout le temps. Je vais dire qu'avec mes petits camarades, il y a souvent de grosses bagarres sur la manière de percevoir ceci, sur la manière de dire cela. À un moment, certains m'ont traité de M-Foca parce que je leur disais arrêtez de mettre les M-Beki, etc. Si vous travaillez sur l'Afrique, prenez le temps au moins de savoir comment ça se prononce. Seulement, je vais revenir à la même chose. Là, on parle d'un média d'un pays ailleurs. C'est un média français, avec les impôts des Français, financé avec les impôts des Français. Nous, on attend qu'ils disent des choses de nous qui nous plaisent. Pourquoi? Je pense qu'on doit avoir le courage de se regarder en face en disant si ce média continue d'exister, c'est que nous avons loupé quelque chose. On ne dit pas ça de la Voice of America, parce qu'il n'est pas suffisamment fort. Si la Voice of America avait la même force, aujourd'hui, on ferait le même reproche, surtout avec Trump au pouvoir aujourd'hui. De la même façon pour BBC. Et je pense que notre question ne doit pas être pourquoi RFI, mais comment battre RFI sur notre terrain. Si nous n'arrivons pas à battre RFI, c'est qu'il y a un souci. Il y a eu des médias en Afrique qui avaient cette vocation. Moi, je me souviens d'une conversation avec le feu président Omar Bongo Ondimba qui disait si j'avais de l'argent, je reprends ces termes, je t'aurais débauché pour que tu viennes travailler avec moi. Parce qu'il voulait qu'on fasse Africa numéro 1 une grande radio. Et je lui avais dit, monsieur le président, si vous aviez vraiment les moyens de faire que ça vive, je serais venu volontiers. C'était dans les années 1998. Or, je pense qu'il faut plus savoir cette démarche que de passer son temps à dire oh là là, ceux-là ils viennent vers nous. Oh là. Le monde est fait d'impérialisme.
Une autre question de généralité, il y a des internautes qui disent qu'ils vous entendent moins ou pratiquement pas sur le problème camerounais. Donc vous êtes obligé, je voudrais savoir pourquoi. Je pense que si vous m'avez invité ici, c'est que j'ai encore un peu de crédibilité et que je ne suis pas journaliste partisan d'un camp ou d'un autre. Si les gens attendent que je m'aligne sur telle ou telle position, que je me prononce, c'est pas le rôle du journaliste. Le journaliste est là pour donner des faits, dans mon cas. Le journaliste est là pour commenter l'actualité, pour ceux qui travaillent sur certains types de sujets. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, quel que soit ce que Foucault va dire, il sera dans un camp. Il sera classé dans un camp. Je suis Bamileke du Cameroun. Je prends la parole, vous verrez que ce sera un déferlement extraordinaire de gens qui disent voilà, le Bamileke a pris son camp. Je me tais, les Bamileke vont dire il ne parle pas parce qu'il est avec les autres. Mais est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que le journaliste est là pour juste prendre des positions, auquel cas je vais faire de la politique, ou j'entre dans un syndicat? Il est évident que j'ai mon point de vue sur ce qui se passe dans mon pays, ça m'attriste singulièrement, mais singulièrement. Et quand on découvre des gens qu'on croyait des personnes sérieuses, qui d'un coup, vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien, c'est-à-dire que derrière, comme disait, ça sonne creux, quoi. Il y a un bruit d'évier dès que vous secouez un peu la tête. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ce marigot-là, parce que je sais que cette question va se résoudre d'elle-même. La bêtise a ceci de particulier qu'elle ne veut pas être pérenne. Est-ce que c'est pas une fuite des responsabilités? Non, vous refusez d'assumer ce que vous valez. Non, je suis journaliste. Si demain je viens chez vous et que vous savez que je suis contre ou pour le franc CFA, je suis contre ou pour le régime Roch-Marc Kaboré, je suis contre ou pour le régime d'Alassane, etc., quelle est la crédibilité que j'aurai à commenter ou à inviter des gens pour en débattre? C'est très difficile à porter. C'est extrêmement difficile parce que j'ai envie de parler. Croyez-moi, chaque matin quand je me lève, je me dis je vais hurler pour qu'on comprenne ce que j'ai à dire. Mais dans le même temps, si vous vous asseyez là et qu'on sait que vous êtes pour Roch-Marc Kaboré, le président, ou pour l'opposition, vous croyez que les gens vont vous écouter encore, vont vous accorder un certain crédit? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Là, peut-être on va vous donner un poste de responsable de la communication dans un ou dans un autre camp. Oui, mais si nous avons un rôle qu'il faut que nous assumions. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et c'est très très dur à vivre. Mais est-ce que c'est là-bas que ça se passe? Et puis, la vraie personne qui veut aider quelque chose n'est pas celui qui monte sur le toit et qui crie. On peut faire des choses sans être vu ou sans que cela apparaisse. Je pense que dans la question de Bernard, si je trahis les choses, vous me dites si c'est pas facile. Je pense que le problème c'est d'aborder plutôt la question camerounaise. On vous sent mal à l'aise. Je pense que c'est pas être pour ou contre quelqu'un. Je pense qu'il est des acteurs qui posent des actes sur lesquels on peut avoir des lectures. Il ne s'agit pas d'être pour. Il y a une presse qui parle déjà largement de cela. Et moi j'essaie d'organiser des débats. Et je crois que le plus dur, c'est d'organiser des débats au Cameroun. Ah, d'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie qui est une stratégie, de mon point de vue, médiocre, qui est que les acteurs fuient les plateaux de télévision, surtout ceux qui sont du côté du pouvoir. Avant les élections, je voulais organiser un plateau des candidats. Il est évident que les autres candidats de l'opposition disent « Nous, on veut débattre avec le candidat principal ». Mais le parti au pouvoir nous envoyait quelqu'un à la place du candidat principal. Le président Biya ne veut pas débattre, il ne veut pas débattre, c'est son choix. Personne ne va les contraindre. Eux, ils disent, s'il n'est pas là, nous on ne débat pas. Donc il n'y a pas de débat. D'accord? J'ai tout fait pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrivent à débattre, même sans lui. Ils n'en ont pas voulu. J'en étais très triste, parce que je pense que c'était une tribune qui aurait été intéressante. Aujourd'hui, quand vous appelez les gens pour vous débattre, vous avez toujours un camp qui se débine. Est-ce que vous me voyez en train d'organiser un plateau avec un seul camp? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, comment vous voulez que je traite ça? Mais tous les matins, j'essaye, croyez-moi. Tous les matins, j'essaye. Parce que j'ai envie qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent. Parce qu'il y a tellement d'ineptie dans cette histoire qu'on se dirait on est sur Mars. Mais bon, en tant que journaliste, je dois laisser les gens parler.
Je dois faire parler les gens, je fais le débat africain. Si je faisais peut-être le travail d'éditorialiste ou avec un billet, peut-être que je me lâcherais, mais je ne suis pas dans cette posture à RFI. À RFI, je fais des magazines, et le principal magazine en dehors d'Archives, c'est le débat africain, où je dois inviter les différentes parties pour débattre. Je viens d'en faire un à Ouaga. Jusqu'à la dernière minute, j'ai eu peur de ne pas le faire, parce qu'il y avait un camp qui hésitait à venir. Je faisais justement un sujet sur l'avenir des universités publiques au Burkina, avec les chevauchements d'années, etc., etc. J'ai sollicité le ministre de l'Enseignement supérieur qui a lentement choisi, ce qui était logique parce que ça se passait à l'université en public. Il fallait être il fallait être très courageux pour venir affronter les étudiants. Qui a choisi une dame qui a dit je n'y vais pas. Et jusqu'au dernier moment, on a négocié parce qu'on aurait été obligé peut-être d'annuler le plateau ou de le faire bancal. Or, j'aime pas faire ça bancal. Le président de l'université, le professeur Abiou Cissé, a eu un courage extraordinaire de venir affronter les étudiants. Mais s'il ne venait pas, on était dans un sujet bancal. Et bien, c'est ce que je rencontre avec le Cameroun. C'est d'arriver à faire que les gens s'asseyent et débattent. Ils débattent sur les plateaux camerounais, mais lorsque je leur tends le micro de RFI, on a l'impression que ça leur fait peur. Alors, pour revenir à ce que Bernard disait tout à l'heure, même si ce n'était pas forcément la direction de sa question, si visiblement vous refusez d'opiner publiquement sur la question camerounaise, la question africaine et précisément camerounaise, est-ce que quand même en sourdine vous le faites? Parce qu'on dit de vous que vous êtes proche des présidents africains, vous êtes plus amis à eux qu'au peuple pourtant qui vous aime. Si j'étais proche de Biya, ça se saurait. Si j'étais proche de Biya, ça se saurait. Je n'ai aucun lien, aucune accointance, aucun rapprochement avec lui. Pas que je sois meilleur que lui ou que je sois moins bon. Non, je n'en ai pas du tout, donc je ne vais pas dire des choses qui n'existent pas. Maintenant, ce fantasme d'amis des présidents, c'est un truc qui est assez drôle. Je fais un magazine qui s'appelle Archives d'Afrique, qui est un magazine qui finalement, par la force des choses, Dieu merci, pas parce que j'ai un talent particulier, mais par la force des choses est devenu un magazine de référence pour beaucoup en matière d'histoire. Il s'avère que les acteurs de cette histoire sont souvent des dirigeants qui, lorsqu'ils écoutent le samedi, m'appellent et me disent « j'ai envie de donner ma vérité ». Par la force des choses, vous les rencontrez, c'est important de les rencontrer, parce qu'ils sont des témoins de première main. Les autres, quand ils écrivent leur histoire en Europe, je vois mes confrères européens, ils rencontrent les chefs d'État, ils vont même en vacances avec eux parce qu'ils ont envie d'avoir l'information, la vraie. Mais dès que vous êtes africain et que vous rencontrez régulièrement les chefs d'État, on se dit c'est leur copain. Non, je n'ai pas de copain chef d'État, personne n'est copain à un chef d'État. Un chef d'État a des calculs sur tous ceux qui les entourent. Vous n'êtes pas un conseiller officieux? Je ne vois même pas quel type de conseil je pourrais apporter. D'accord. Parlons maintenant médias. On va dépasser votre personne. Merci. Maintenant... C'est beaucoup mieux, ouais. Alors, l'Afrique, c'est le nouveau terrain du marché de l'information des médias internationaux, médias occidentaux particulièrement. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut bien expliquer cet intérêt poussé? Parce que de plus en plus, toutes les rédactions ont des desks Afrique associés au niveau africain. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela selon vous? C'est vrai qu'il y a un intérêt, une appétence pour le terrain africain dans tous les domaines aujourd'hui. Ce n'est pas que dans le domaine des médias. Je veux dire, on voit tous les grands groupes au monde qui essaient de se faire une place en Afrique. Industrielle, technologique, c'est logique. On est un pôle où il y a encore une marge de progression, où il y a un taux de croissance qui n'est pas négligeable. Seulement voilà, ce qui est visible, ce qui est le plus visible, c'est les médias. C'est les médias parce qu'ils nous parlent tous. Mais ce n'est pas que la seule Afrique. C'est un phénomène que l'on regarde dans tout le monde. Quand vous allez en Amérique latine, et vous regardez les rédactions américaines, vous regardez les rédactions occidentales, elles s'y installent, puisqu'il faut faire la promotion de son pays. Quand vous regardez, quand vous allez dans n'importe quel continent aujourd'hui, c'est la propension à vouloir être présent pour donner une meilleure image de son pays. Or, il s'avère qu'en Afrique, c'est beaucoup plus visible parce que nous n'avons pas de médias forts. C'est aussi simple que ça. Si nous avions des médias forts, on ne sentirait pas cette invasion presque
à laquelle on assiste. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas, et j'insiste toujours dessus, est-ce qu'on ne devrait pas se faire le reproche de savoir comment nous pouvons ne pas avoir nos propres médias forts? Pourquoi on ne se met pas ensemble pour faire des choses fortes? Et arrêter les récriminations, les complaintes, etc. J'écoute les mêmes types de complaintes pour le CFA. On met tout sur le dos des autres. Peut-être qu'il est venu le moment que nous nous disions, bon, alors, une fois qu'on a pleuré, on fait quoi? Moi, je pense que je suis pas trop d'accord. Je pense plutôt que c'est parce qu'on sait qu'il y a une forte demande, il y a de forts consommateurs de ce que nous offrons comme information, et traitement, analyse et tout. Et il commence à avoir une offre locale qui est très écoutée. Vous regardez aujourd'hui les monitorings qui sont faits, vous verrez qu'il y a des médias locaux, il y a des médias qui prennent de bonnes parts sur ce marché-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer, RFI comme les autres médias, de traiter l'information depuis là où ils sont. Ils sont obligés de venir mener le combat ici avec nous. Et je pense que c'est ça aussi la réalité. Ce qui intime aujourd'hui d'avoir des représentations ici, c'est comme je disais, c'est la proximité. Et c'est parce qu'ils commencent à avoir une offre au niveau local qui pèse. Et je pense que c'est ça plutôt qui inverse qui oublie cette dynamique-là et non l'inverse. Quand vous regardez en réalité, en termes d'enveloppe publicitaire, nous, on n'a pas besoin de publicité. C'est 2% de notre... Moi, je ne parlais pas de pub. Non, je veux par là dire que on n'a pas forcément besoin d'être là, à part du point de vue éditorial et stratégique, du rayonnement de la France. Maintenant, l'offre locale existe et Dieu merci, vous êtes là, voici la preuve. Et vous êtes un peu plus jeune que moi. Mais ça n'existait pas une télévision comme ça en Afrique. Il y a moins de 10 ans. Ça n'existait pas. Il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, il faut réadapter la stratégie sur ce qui existe localement. On ne s'attendait pas quand même à ce que ça évolue ici et puis que eux là-bas ils continuent de rester en se disant on va dormir sur nos lauriers. C'est logique que chacun des médias ajuste sa stratégie par rapport à ce qui se passe sur place. Moi je suis le premier à être très content. Et je pense que j'ai œuvré un tout petit peu à l'éclosion d'un certain nombre de médias locaux en Afrique. Je peux le dire, je suis même plus gêné par ça, parce que ma hiérarchie le sait. Je suis avec Vox Africa. D'accord. Africa 24. Pour ne parler que de cela, pour ne pas parler d'Equinox au Cameroun, pour ne pas parler de LC2 au Bénin, pour ne pas parler de Tal TV au Niger. Je peux citer comme ça une quinzaine de médias où j'ai été à la Il y en a au Burkina ? Non, au Burkina, je n'ai pas eu cette chance. Et puis, le Burkina n'avait pas besoin de moi, puisque c'est un grand pays qui, dans le domaine du cinéma et de la télévision, était déjà assez avancé. Mais je veux dire, c'est normal que nous évoluions. Mais c'est normal aussi que les autres réajustent leur offre. Mais en termes de correspondants, il n'y a pas plus de correspondants qu'avant. Hein. Je veux dire que, pendant que je faisais Médias d'Afrique, on travaillait à africaniser les correspondants. Le changement, c'est que avant c'était des correspondants tous européens, partis de Paris. Mais ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'il y avait une distorsion entre leur perception des choses et la réalité même des Africains. Quand je discute avec vous sur un plateau et qu'on s'étripe, quand on sort, on va prendre un verre ensemble. Il y a des mots qui sont les nôtres. Il y a la manière pour nous, notre manière à nous de nous exprimer, d'exprimer notre sentiment, mais qui ne fait pas qu'il y ait tout de suite une guerre entre nous. Nous le percevons. Celui qui arrive se dit ceux-là ils se détestent viscéralement. Donc il y a des petits détails comme ça, ou bien quand vous allez à une cérémonie traditionnelle, ce qui se passe là-bas, l'Européen il a besoin d'une traduction. L'Africain, il a compris ce qui est en train de se passer. Donc c'est normal que l'on africanise les correspondants, mais il n'y en a pas plus. Et puis, quelquefois, dans certains médias, les correspondants européens de l'époque ne faisaient pas que le journalisme. Alors, votre voix, en tout cas, a bercé l'enfance de beaucoup de Burkinabés. Il y a Amoube Mevege également, un peu, voilà, qui étaient des références. Et puis pour les Africains, les jeunes Africains, c'était de savoir un jour quand ces voix disparaîtront de RFI, alors qu'elles nous fait vivre des choses en Afrique, comment on fait pour la relève. Heureusement, il y a une relève également qui se dessine aussi avec Diarra Ndiaye par exemple. Tout à fait. Donc l'autre question aussi c'était cela. C'est vrai,
la réalité, il faut vous concéder une chose. C'est un choix d'écouter ou de ne pas écouter. C'est un choix de faire mieux ou de ne pas faire mieux. Voilà. Maintenant ici, il y a des gens aussi qui se posent la question de comment est-ce que cette relève sera assurée. Est-ce que ces messieurs vont rester pour de bon? Qu'est-ce qu'on fait en termes de pouvoir transmettre à l'Afrique? Vous avez dit déjà, bon, on ne peut plus vous en vouloir, vous dites que vous avez déjà travaillé à faire créer des médias sur le continent africain par rapport à toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec un recul, comment est-ce que, quand vous dites que vous n'aimez pas vous regarder dans la glace, mais quand vous regardez, en tant que monsieur RFI Afrique, que beaucoup de gens écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir? Avec Amobé, et c'est bien que vous parliez d'Amobé, avec Amobé et Claudie, nous avons passé les 20 dernières années à essayer de trouver des jeunes qui vont prendre notre place. Parce que de toute façon, on va partir. Et vous faites ce métier pour savoir que si on vit longtemps, en faisant de l'antenne, c'est vraiment une chance, vu le stress que cela représente. Il faut partir à un moment donné. On a travaillé à soutenir, à accompagner des confrères, des jeunes. Et je pense que si Amobé était là, il parlerait d'Indiara, qui est une de ses protégées et une de mes protégées. On a travaillé à créer des jeunes, pas à créer, à accompagner des jeunes qui puissent prendre la relève, parce qu'on ne rêve que de relève. Il s'avère que les calendriers ne correspondent pas toujours. Moi, j'ai travaillé pendant des années, pendant 8 ans, à faire qu'une jeune journaliste qui est excellente, mais juste excellente, Sarah Sako, reprenne par exemple le Média d'Afrique. Mais elle a dit, moi j'ai envie de voir encore du monde, que toi tu as voyagé, tu as été partout en Afrique, j'aimerais aussi aller voir l'Afrique. Elle a eu raison, parce que si elle avait récupéré Média d'Afrique, elle aurait été à l'antenne tous les jours, elle ne serait pas allée comme correspondante au Cameroun, en Ouganda, à Dakar. Maintenant elle peut parler d'Afrique en étant confortable. Mais mon rêve, ça avait été qu'elle récupère ça et qu'à terme, elle récupère Archives d'Afrique. Ensuite, je fais un travail qui est que, je pense que vous le savez, quand j'arrive en Afrique, je vais voir les médias en disant, voilà, moi j'ai fait des coffrets. Les coffrets Archives d'Afrique ne sont pas faits par RFI, c'est fait par FOCA. Parce que Archives d'Afrique m'appartient à moi, je l'ai protégé à mon nom. J'ai fait des coffrets que l'on pirate à loisir. Je n'ai jamais porté plainte à qui que ce soit parce que c'est aussi le but. Que ce soit accessible au plus grand nombre pour que vous ayez des matériaux pour travailler sur l'histoire de demain. J'ai la chance d'être dans un endroit où je peux accéder à ces matériaux-là. Maintenant, je vous les lègue, c'est aussi ma part de legs. Mais si vous venez me voir en disant je veux faire Archives d'Afrique, je serai très content. Si vous faites la même chose ou copier, je serai très content. Mais n'attendez pas que je vous dise que vous allez entrer à RFI alors qu'en même temps vous dites qu'il faut que cette radio-là disparaisse. Créer un Archives d'Afrique aussi qui soit plus fort. Alors l'autre question c'est par rapport effectivement au coffret que vous avez fait sur Thomas Sankara. Ça a été très bien suivi. Merci. Pour certains c'est comme si vous aviez fréquenté Thomas Sankara comme Sénène André Amirado en son temps. Est-ce qu'on peut voir s'il y a eu ce rapprochement à un moment donné? C'est vrai que le coffret sur Thomas Sankara me tenait à cœur et j'ai souhaité le faire le plus tard possible parce que j'ai eu la chance quand j'ai fini l'école d'être amené ici par Sénène André Amirado. Et Sénène m'a fait rentrer dans... Et Siradou Diallo également. Ils m'ont fait rentrer dans l'environnement de Thomas Sankara pendant cette période-là. Jeune journaliste, j'ai découvert cet environnement, je les ai connus, donc j'ai eu cette chance-là, oui. Mais je pense que ça m'a aidé à faire ce document, oui. Et puis j'ai rencontré des gens qui, à l'époque, étaient là. Poursuivez? Non. Pour le moment, j'ai fini. Est-ce que vous nous avez ramené à la personne de Foka encore une fois de plus alors que... Non, c'est sur le produit, parce que ça a été produit au niveau du Burkina Faso. Il était même allé jusqu'à Madagascar. Thomas y a fréquenté. Sénène André Amirado est d'origine malgache. Donc il y a 3 hommes, il y a 2 hommes qui se connaissent très bien, Sénène et Thomas. Et lui, il dit que... Ils se connaissaient très bien. Voilà, qu'ils se connaissaient très bien. Voilà, c'est pourquoi je posais la question de savoir ça met en évidence 2 autres personnes qui ne sont plus vivantes. Malheureusement. Mais quand même qui ont marqué l'histoire, c'est pourquoi je pose la question. Mais moi je voulais réagir à quelque chose que j'ai écouté tout à l'heure, si vous permettez. Allez-y. Tous les jours, aujourd'hui, tous les maux dont souffre notre économie, on les met sur le compte d'une monnaie, le CFA.
Ça va être la question des sorties, si vous permettez. On parle de médias pour l'instant. Alors, j'aimerais réagir à ça parce que je trouve qu'on est encore dans la passion. 5 minutes à cette question principale. Mais aujourd'hui, comme je le disais en introduction, vous êtes l'un des rares fils africains à officier à succès sur des médias occidentaux. Alors, le procès qu'on fait aussi souvent à ces médias-là, c'est que c'est des médias qui ont une certaine condescendance vis-à-vis de l'information, de l'actualité africaine. Il y a une certaine subjectivité. On n'est pas aussi naïf en pensant que, même si on nous dit à l'école du journalisme que le journalisme c'est de l'objectivité, aujourd'hui c'est un canal par lequel en tout cas on agit à l'endroit d'un peuple. Mais le problème posé, c'est comment vous, fils africains, vous faites le combat, en étant là-bas, et à quel degré? Quelle est votre capacité à jouer la part de l'Afrique dans ce combat-là? Je vais être prétentieux pour une fois. On va me le reprocher. Je fais le magazine le plus écouté de l'antenne, avec Archives d'Afrique, le plus écouté des Africains. J'ai une page Facebook qui est la première, celle qui suit n'a pas la moitié des amis de l'actualité. C'est un ami, Juan Gomez, un très très bon journaliste. Mais je veux dire, cela montre en réalité quel est mon rôle. C'est de créer un espace où les Africains se retrouvent. Ce n'est pas parce que j'ai un certain talent, c'est simplement que les Africains se disent, voilà un Africain qui raconte notre histoire pour une fois. C'est comme ça que je vois ça. C'est simplement parce que les Africains se disent, voilà un Africain qui organise un débat sur nous sans condescendance. Moi aussi je ressens cette condescendance quelquefois quand on traite l'actualité africaine. Je me bats avec mes petits camarades. Mais ce que nous vivons comme de la condescendance, c'est peut-être aussi de l'ignorance. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un confrère qui peut ne pas être de RFI, qui peut être de RFI, j'en sais rien, qui parle de l'Afrique, même quand vous êtes africain, vous vous dites, mais il n'a rien compris. Mais il ne peut regarder qu'avec son prisme, avec son éducation, avec son capital, émotion, etc. Ce qu'on lui a dit de l'Afrique depuis toujours, les clichés sont là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va prendre du temps pour partir. Et nous aussi, nous avons entretenu ça. Donc, ce qu'on voit comme de la condescendance, moi je considère que c'est de l'ignorance. Et à l'intérieur de RFI, je peux vous dire que c'est une vraie bagarre. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je vais voir souvent les camarades en disant, ce que tu as dit hier, je l'ai mal vécu parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il ne l'a pas dit par méchanceté, il le dit parce qu'il ne le sait pas. Je fais très très court, je suis allé à des funérailles quelque part en Afrique de l'Est, et il y a quelqu'un qui était là qui ne comprenait pas quel était le rituel qui était en train de se dérouler. Lui ne voyait que la danse et des gens qui étaient nus. Son commentaire n'était que sur la nudité de ces personnes-là et sur l'émotion, l'expression de leur visage. On était en train de passer un message dans notre culture, dans notre tradition qui était beaucoup plus fort, où tous les Africains comprenaient ce qu'on disait, ce qui se passait. Mais lui, l'Européen, il ne peut pas comprendre et on ne peut pas le lui reprocher. Il ne comprend pas. Maintenant, c'est à nous, avec nos médias, à nous, de montrer des choses que, bon, là, il a tort. Si j'arrive et que je vois qu'on a fait un reportage qui met en difficulté celui qui a fait un autre reportage du même type sur un autre média, pour moi, c'est la meilleure façon de... Mais est-ce qu'il vous arrive d'alerter les dirigeants africains sur certaines questions majeures, parties de l'Europe par exemple? Parce que je sais que les Chinois, ils sont dans nos pays, ils étudient nos pensées, nos façons, nos besoins économiques et tout, ils les alertent, ils produisent en direction de l'Afrique. Est-ce que vous qui êtes là-bas et qui avez souvent... Je serais menteur si je ne dis pas que dans certains sujets graves, certains dirigeants appellent en disant voici la version. Par exemple, lorsqu'il y a eu la crise au Mali, avant la mort de Kadhafi, oui, j'ai eu des discussions avec des chefs d'État qui disaient de leur faire comprendre, de faire comprendre à mes confrères que faire tomber Kadhafi, c'était faire tomber toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai essayé, mais c'était ce chef d'État qui appelait. Ou encore, lorsqu'on a renversé, parce qu'il ne faut pas dire on a voulu, lorsqu'on a renversé ATT, parce que ce n'est pas ceux qui sont allés à Koulouba qui l'ont renversé, non. Alors, on a décidé de renverser ATT à un moment donné, parce qu'il dérangeait un certain nombre de personnes, parce qu'il n'avait pas été pour la chute de Kadhafi. Oui, j'ai appelé ATT pour lui dire, je pense que ça va être difficile. Et il m'a appelé, il m'a dit, viens, je vais te dire ma vérité. Et il a fait une longue interview dans laquelle il a dit sa vérité, il a dit les choses. Oui, ça arrive, oui.
Mais je l'assume, ça. Donc c'est tant mieux. Alors, on en vient, parce que le temps ne va pas nous suffire, à la question du franc CFA que vous souhaitez en tout cas. Je n'aurais pas besoin de 5 minutes pour ça. Ce que j'avais envie de dire, c'est que sortons de l'émotion. Ça entretient l'image malheureuse qu'avait évoquée Senghor en disant l'émotion est nègre et la raison est laine. Je ne partage pas ce point de vue, mais quelquefois on permet de penser ça. Nous avons une monnaie qui réunit 14 pays. Au lieu d'en faire une force, au lieu de nous l'approprier aussi longtemps que ça a été, nous sommes en train de voir derrière quelqu'un qui dit c'est un outil de colonisation. À aucun moment nous nous disons ça fait plus de presque 70 ans, je ne sais plus, qu'on a cette monnaie. Pourquoi on ne se l'est pas approprié que ça nous devienne, ça devienne la nôtre? On est une force, 14 pays. Si on sort de cette monnaie, comme on dit, ou si on la fait disparaître, on devient des poussières d'État avec des monnaies qui ne tiennent compte de rien et qui ne peuvent pas vivre. Et on sait bien que nous avons des dirigeants qui ne sont pas spécialement rigoureux. Personne ne va résister trop longtemps. En tout cas, un certain nombre d'entre eux ne résistera pas longtemps à la tentation d'avoir sa planche à billets, de fabriquer les billets et de mettre sur le marché. On sait, il y a des pays qui sont sortis. Le Mali est d'abord sorti du franc CFA. Le Mali s'est battu pour retourner dans le franc CFA. La Guinée était dans le franc CFA. J'ai pas l'impression que la Guinée ça va beaucoup mieux parce qu'il n'est pas dans le CFA. Il y en a qui se battent pour entrer dans le CFA. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à intégration régionale? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à des choses qui nous unissent plutôt que de passer le temps à pleurnicher sur des détails? Est-ce que c'est le CFA qui nous empêche de produire? J'en suis pas certain. Est-ce que c'est le CFA qui empêche à nos dirigeants d'envisager l'industrialisation de nos États? J'en suis pas certain. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de distraire les gens avec des choses sans importance et qu'on passe à des choses qui construisent. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un point de vue. Pas du tout d'accord. Je m'explique. Le CFA n'est pas pour moi le facteur d'union des 14 pays en tant que tel. C'est une monnaie commune. Maintenant, là où je peux être d'accord avec vous, c'est de ne pas quitter ce CFA-là et que chaque pays commence à battre sa monnaie. Je finis. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est, je pense qu'il y en a plusieurs. Je laisse la question de passion à faire, derrière laquelle il y a la France, il y a tout cela, il y a mon cher. Il y a la parité d'avec une monnaie. On a connu avec la Grèce. Vous avez une économie qui n'est pas si forte, vous avez une monnaie forte, et vous avez une monnaie forte, ça vous plombe. Et puis, quoi qu'on dise, la monnaie, c'est un levier que vous avez pour pouvoir réguler votre économie. Si vous ne l'avez pas, comment est-ce que vous vous développez? Lorsque vous boxez avec un bras, parce que celui-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Tous les économistes vous le diront. La monnaie est un outil qu'on utilise. On a malheureusement pas dit ça. Je termine pour dire, il ne s'agit pas, et moi je ne veux pas qu'on dise que l'Africain ou le chef d'État africain n'a pas le degré de responsabilité pour la question de la monnaie. On a vu le Ghana à côté. Il y a des moments où vous le faites et ça devient difficile à tenir, mais il y a des passages par lesquels vous allez passer, ça c'est clair. Maintenant, pour terminer sur ce chapitre, ce n'est pas un sujet de passion pour tout le monde. Les gens pensent que je fais tellement d'émissions là-dessus. Tout le monde ne l'aborde pas avec passion, là je ne suis pas d'accord. Comme on n'a pas le temps, on va malheureusement pas débattre sur le terrain. Il y a ceux qui sont sur le terrain de l'anti-français ou ceci ou cela, mais il y a ceux qui sont sur le terrain qui est celui scientifique, clair, où il y a des démonstrations. Je veux quand même réagir et vous allez terminer. Oui, parce que je veux réagir à cela, puisque quand vous dites tous les économistes, mais je n'ai reçu que les économistes. Je n'ai reçu que en plus des monétaristes, et je n'ai reçu que des économistes sur mes plateaux que je consacre au CFA, et je pars d'ici pour aller à Abidjan pour faire encore un plateau sur le CFA. Quand vous regardez, je mets toujours les économistes les uns en face des autres. Le débat sur les CFA, pour l'instant, il est à 90% passionné. C'est de l'émotion. Mais sur la partie technique, il y a à peine 10%. On ne dit pas qu'il n'y a que des avantages. On dit que la partie union me paraît la chose la plus importante. Et que envisager la sortie, et déjà, quand vous lisez les textes, et parce qu'on pourrait passer la journée dessus, celui qui veut sortir, il sort. Dans les textes, c'est dit, et tout le monde doit sortir CFA à un moment. Pourquoi personne n'en sort? Ce qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas que chaque pays en sorte, mais c'est qu'ils décident les 14 ensemble. On passe le temps à bavarder si on ne se réunit pas, alors qu'on n'arrive pas à faire la libre circulation, alors qu'on n'arrive pas à faire sauter les visas entre nous? Est-ce que c'est pas ça l'urgence?
Est-ce qu'on ne devrait pas déjà penser à régler des choses qui nous concernent, qu'on soit un bloc uni, avant de penser à des choses qui sont lunaires? C'est des choses qui se règlent en même temps, je suis désolé. Non, je crois pas. C'est un combat qui se mène en même temps. Je crois pas, parce que ça fait des années qu'on parle de libre circulation. Parce que là, le temps va nous... Oui, alors effectivement, sur les questions techniques, les gens ne vont effectivement pas au fond. Parce que vous avez des économistes qui vous disent que la BCEAO n'est pas une banque centrale. Évidemment. Qui vous dit que les pays concernés, pour les questions de déficit budgétaire, vous ne pouvez pas avoir la banque centrale qui intervient, alors que cette même France bénéficie auprès de la banque centrale de l'euro. Que notre monnaie d'ailleurs c'est l'euro. Nous avons une unité, beaucoup plus une unité d'échange. Il y a des techniciens qui le disent. Ça c'est un débat technique. Effectivement, je ne m'inscris pas dans le débat des passions, sensations. Non, ça ce n'est pas des débats de fond. Je parle effectivement de la question de fond. Mais la réalité aussi, l'ensemble des 14 États, il y a une solidarité qui est là, une fraternité qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a même pas cette solidarité. Donc, maintenant, quand vous regardez, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais même là, l'erreur, même là, sur le se faire une monnaie qui tiendra. Et même même sur ce plan, sur le plan technique, même sur le plan technique. On a un problème de temps. Il faut qu'on va répondre et puis on va. Par rapport à la banque centrale. Non, je veux dire, j'ai écouté beaucoup de si. Avec si, on peut tout faire. Je n'ai pas parlé si. Non, parce que chacun dit si on avait fait ceci, si on avait fait cela. Mais une chose est certaine. Pour moi, l'urgence, c'est déjà de créer une union. Et quand vous dites qu'il y a union entre les 14 pays, il n'y en a même pas, il y a 2 CFA. Et vous ne pouvez même pas ouvrir un débat de cet ordre-là du côté de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, par rapport à la BCEAO qui est beaucoup plus libre. Mais largement plus libre, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Qui est une banque centrale, vous pouvez dire ce que vous voulez, qui est une banque centrale avec ses règles, et qui est une banque qui a été africanisée. Maintenant, mon débat à moi, c'est de dire, il faut sortir à terme du CFA, c'est vrai. Mais avant de sortir, il y a des préalables. Et ces préalables-là, c'est d'abord l'unité de ces pays pour qu'on ne sorte pas, pour que chacun crée sa monnaie. Quand vous avez pris un exemple, d'un pays qui est un pays anglophone, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas le même mode de gouvernance. Et aujourd'hui, je me dis, peut-être que nous, journalistes, devions mettre en avant les choses qui sont les priorités et les choses qui sont moins passionnées, parce que la notion de colonialisme, de néocolonialisme, etc., nous n'avons pas connu ça, nous pouvons mieux combattre ça. Vous avez parlé de présidents africains, j'ai pris un exemple de pays africains, oui, c'est pour ça que j'ai dit le Ghana. Non, moi quand on parle de CFA, on parle de nos pays à nous francophones. C'est un contre-exemple que j'ai pris. Nous on parle de pays à nous francophones. Nos pays francophones, pour l'instant, devraient s'arranger pour gérer cette monnaie ou gérer la monnaie qu'ils ont envie de créer. Et une fois qu'ils ont une plateforme solide, on peut discuter de cela. Oui, on ne va pas mettre la charge. Je ne parle pas de quitter la monnaie ici et maintenant, c'est des choses qui se construisent. Aujourd'hui, il y a un débat qui est sain là-dessus. Et pour moi, dire qu'il n'y a que de la passion, il y a des gens qui sont passionnés dans le débat, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont en train de voir comment est-ce qu'on peut, de façon structurée et de façon construite, sortir de ces CFA, ça se construit. Mais au moins, il faut accepter que ce n'est pas une monnaie qui soit forcément au service des pays qui sont aujourd'hui arrivé à l'euro. On sait qu'il y a des difficultés. Hein. C'est un avantage. C'est comme disait Alassane, c'est solide, mais c'est pas ça le débat. La question de la solidité, c'est est-ce que ça nous sert vraiment? Je crois que ça nous sert, mais bon, on n'a pas le temps pour en discuter. Foucault, on a quand même 2 minutes. Hein. Moi, je suis étonné que vous insistez tellement sur la responsabilité des États africains à s'autodéterminer une fois sortis de cette monnaie-là, alors quand même que l'Afrique regorge tant d'organisations sous-régionales qui quand même s'en sortent bien, à l'instar de l'Union de l'UEMOA, de la CEDEAO, la SADC et tout. Là, vous avez parlé de l'UEMOA, qui est ce qui marche, l'Afrique de l'Ouest, mais nous, on a une Afrique qui est beaucoup plus large. Hein. Quand vous regardez l'Afrique centrale, c'est le ventre mou, oui, je dis quand vous de la SADC. Quand vous regardez l'Afrique centrale, je pense que c'est non seulement la partie la plus riche potentiellement, mais c'est la partie la plus désorganisée. Ça, c'est une chose. Et je pense que nous devons travailler d'abord à installer un modèle qui soit costaud, parce que le jour où on est unis, on sera particulièrement fort. Pour moi, l'intégration régionale est la chose la plus urgente et la plus importante pour sortir de ce que Boganda appelait les poussières d'État. Et les dirigeants dont vous parlez, moi je suis très admiratif quand j'arrive en Afrique de l'Ouest. Mais vraiment admiratif, parce que vous avez des chefs d'État qui sont moins pédants que ceux que nous avons en Afrique centrale, qui sont beaucoup plus structurés, ils ont envie de faire changer les choses. Et sur cette question des CFA, il y a un vrai débat. Ce n'est pas que tout le monde soit d'accord qu'il n'y a que du bon ou qu'il n'y a que du mauvais. Ils discutent entre eux. Et l'argument que j'écoute
va dans le sens de donner du temps. Et comme il a dit à l'instant, les gens réfléchissent sur la sortie de cette monnaie depuis des années, ça ne vient pas de commencer. Évidemment. Ça fait des années que ça dure. Mais c'est cette accélération passionnelle que je reproche. Ce n'est pas qu'on ne sorte pas un jour. C'est écrit que ça doit s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais pour sortir de là, il ne faut pas qu'on sorte pour le néant. Il faut qu'on sorte en ayant préparé quelque chose de costaud. Or, pour l'instant, donnons le temps aux gens dont c'est le métier de préparer quelque chose de costaud, et je pense que ça viendra d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'endroit où on est le plus avancé. Mais si on arrive à effaroucher tout le monde et à sortir par la passion de quelque chose, on risque de se retrouver... Le terme passion, on en croit... Parce que croyez-moi, à Paris, il ne se passe pas une journée sans que vous ayez de grandes manifestations. C'est ce qu'on disait aussi du temps du débat de l'indépendance des États africains. Je ne suis pas d'accord. Oui. C'est qu'on dise que le franc CFA n'a pas en lui des gemmes de problème. Ça a des gemmes de problème. C'est pour ça qu'on mène le débat sur comment en sortir. Est-ce que le Naira n'a pas de gemmes de problème? C'est ça. Est-ce que le Naira n'a pas c'est ça. Des problèmes qui peuvent résoudre par eux-mêmes. Des problèmes des gemmes qui peuvent résoudre par eux-mêmes. C'est ça le plus important. Il faudrait que je vous invite à un autre débat, comme ça on va en discuter plus longtemps. Parce que c'est toujours très frustrant de parler en si peu de temps. Oui, et je comprends ce que les on aurait dû enrôler uniquement ce sujet plutôt que de parler de médias et de traitement d'information. Merci à vous, aussi, RFI. Pardon, RFI. Non, je ne suis pas RFI. Journaliste, auditeur à RFI. Merci aussi à l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs qui nous ont suivis. On vous retrouve demain pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À bientôt.